Alors, je sais pas si vous avez vu, je suis peut-être un petit peu à contre-jour, mais clairement, est-ce que vous pouvez m'en vouloir de vouloir profiter de ce soleil au lieu de rester à l'intérieur? Est-ce que j'ai pas raison? Voilà, donc ce contre-jour, sinon quelle vie? Clairement, parce que là, je suis trop bien. Perfect shot. Et salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue dans MMA Club. Ouais, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Voilà, ce podcast sortira certainement dimanche soir, puisque Ares 13 aura lieu jeudi. Ça laisse quelques jours à tout le monde pour bien écouter, bien assimiler quels sont les combats importants. En attendant, je vous le dis encore une fois, abonnez-vous au podcast MMA Club, c'est important. Soutenez en consommant Others Nutrition, vous le savez, Others c'est la boisson post-workout vegan protéinée. Et maintenant je le dis sans problème. Et vous avec MMA Club 15, vous avez 15%. Et aussi, regardez dans la description, il y a un lien. Il y a un lien pour s'inscrire sur Royalties. Voilà, vous vous inscrivez sur Royalties, vous choisissez vos petits combattants ou vos sportifs de haut niveau ou vos chanteurs ou ce que vous voulez. Même, il y a même des influenceurs. Vous misez sur eux, vous gagnez un peu d'argent. Moi, ça me fait également une carte gratuite. En fait, à chaque fois que vous vous inscrivez et que vous consommez, ça me fait une carte pour moi, une carte pour vous. C'est cool. En termes d'actualité, je vous l'ai déjà dit, là, il y a l'interview de Demarté Peña qui arrive fort. Alors, je suis très très fier d'avoir interviewé Demarté Peña. C'est sous-titré, c'est propre. Il s'exprime bien sur son dernier combat. Il s'exprime bien sur le combat contre Mustafa Haïda. Il revient sur pourquoi il a quitté la cage aussi vite. Plein de choses politiques chez lui, la guerre dans son pays, pourquoi il est parti vivre en Afrique du Sud. Enfin, c'est super intéressant. Il s'exprime même sur son absence durant 4 ans dans la cage. Donc c'est voilà, c'est vraiment une interview qui est magnifique. Il y a également l'interview de Laura Saint-Denis, la femme de Benoît Saint-Denis. Cette interview, en fait, elle intervient dans le cadre d'un concept un petit peu hors... enfin, un peu différent. C'est genre femme de combattant. Et en fait, ça va présenter l'envers du décor, comment elle perçoit son mari quand il est dans la cage, comment elle perçoit ça quand son entraînement ou quand tout ça, tout mis ensemble, prend plus le pas sur la vie privée, du coup ça devient la priorité. Comment elle vit ça, le mariage avant l'UFC Paris, la guerre contre Eliseo de Santos et l'envers du décor à l'hôpital. Voilà, on va aborder plein de sujets, c'est super intéressant, elle a plein de choses à dire. Donc voilà, ça c'est des choses qui arrivent fort durant le courant du mois de mars et dont je suis très fier d'avoir réussi à faire ce genre d'interview. Donc voilà, mais aujourd'hui, on va parler de Ares 13 et d'une carte qui semble ne pas être définitive. On dirait qu'ils ont du mal à sortir la main carte définitive, et ce pour une bonne raison. C'est que déjà l'actualité du MMA Factory, elle est au taquet, donc je pense qu'ils sont un peu concentrés sur plusieurs choses en même temps. La deuxième chose, c'est que sur Tapology, il y a beaucoup d'évolutions sur cette carte. Au début, c'était 8 combats, 9 combats, après 12 combats, 11 combats. Là, sur Tapology, il y a 11 combats qui sont annoncés. Moi je sais qu'il y en a 10 qui sont programmés pour cet événement et je vais faire le décompte avec vous. Donc l'Ares 13 aura lieu le jeudi 9 mars. Donc un combat qui me paraît annulé d'avance, c'est selon mes sources, c'est celui de Delguera contre Carla Moussou. Donc ce combat, vous pouvez faire une croix dessus, il ne sera pas... il est peut-être affiché encore sur Tapology, mais il n'aura pas lieu. Si j'en crois, Tapology à l'heure actuelle, donc du coup ça fait 11 combats masculins. Celui-là inclus. Moi, je sais qu'il faut en enlever 2. Le deuxième, j'en parlerai pas. Je dirai pas c'est qui. Je peux pas. Ça fait en gros 9 combats. Sauf qu'il y a aussi le combat de Michael Groguet qui s'est greffé à ça, mais qui n'est pas sur Tapology. Et donc, on en vient à 10 combats. Voilà, vous pouvez me faire confiance, pour l'instant, en tout cas, si ça n'évolue pas, on en sera là. On en est sur 10 combats. Voilà. Donc, à Restress, ce sera forcément l'occasion de voir le premier combat de Ragnar et Mathias Kivigier contre Daniel Lantier. Le combat le plus freak show attractif de la carte. Ce ne sera pas le co-main event comme annoncé, ça a évolué, il est descendu sur la carte, il est descendu d'un cran, donc c'est cool aussi d'un point de vue sportif vis-à-vis de ceux qui méritaient, on va dire, un co-main.
Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, il y a des combats avec un intérêt sportif plus important, comme la ceinture featherweight en main event. On va en parler. On commence tout de suite avec le combat Damien Lapillus contre Marco Beltran. C'est un combat qui aura lieu en featherweight. Ça m'intrigue de voir Damien aller chercher un challenge dans une KT en dessous contre un adversaire qui, lui, au lieu de descendre, va monter. Puisque Marco Beltran était un bantamweight. Il était un bantamweight avec une ceinture chez lui au Mexique. Il a quand même accompli la dinguerie de battre Marlon Vera en 2014. Alors certes, il a perdu contre Figueiredo et Matt Schnell en 2017. Mais c'est assez cool comme fait d'armes de pouvoir dire, voilà, je suis allié à l'UFC, j'ai fait 6 combats, j'ai un bilan de 3 victoires, 3 défaites. C'est propre. Clairement, c'est propre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter aujourd'hui d'être à la RES en ayant été à l'UFC avec un bilan qui soit pas forcément le plus positif possible, mais quand même, ça se défend, quoi. En plus, contre des mecs qui sont aujourd'hui champions ou en quête de l'être. Donc, c'est du solide. Il est arrivé il y a quelques jours en France, après le sacre de Yair Rodriguez en Australie. Facile à deviner, puisqu'ils étaient ensemble là-bas et que dans ses stories, ils ont retracé leur itinéraire en avion et qu'ils débarquaient en France. Après, on l'a vu au NR Fight avec Yair Rodriguez. Donc voilà, on sait qu'ils sont en France depuis un petit moment. Il est acclimaté, il est dans le bain, il est motivé, il est concentré et il est prêt à en découdre. Ça, c'est des infos sûres. Le mec est chaud. Depuis, il a combattu, donc comme je disais, avant il était à l'UFC. Depuis, il a combattu dans une orga qui s'appelle le Lux. Donc il s'en va donc de cet orga sur un bilan en étant sur 4 victoires, avec au total 14 victoires et 7 défaites. La dernière défaite date de 2019. Donc on peut dire que le mec, il est sur une série solide. Il était champion, voilà, là-bas. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a tenté la ceinture featherweight, qu'il a échoué, et que du coup, il a pris la ceinture bantamweight, qu'il a défendu 3 fois. Donc pour ces 4 victoires. Mais peut-être ça faudrait que je vérifie à la limite. Voilà, c'est un mec qui est complet, il est dangereux debout, clairement il est dangereux debout, il est dangereux au sol, il est dangereux dans ses transitions. C'est vraiment il a un petit côté spectaculaire dès qu'il en a l'opportunité. Voilà, c'est très intéressant. C'est pas du tout un cadeau fait à Damien, au contraire, ça risque d'être très compliqué. Il enchaîne les promesses de guerre à la RES, donc là je parle de Damien. Qui du coup, après, encore un droitier, du coup, j'étais en train de penser au fait que, après Amin Ayoub, j'étais en train de penser à Amin Ayoub qui est droitier, il se tape encore un droitier, en la personne de Marco Beltran. Donc lui, il a un fait d'armes hors de la cage qui est pas cool, c'est que, en fait, il sortait avec un modèle qui était connu sur OnlyFans au Mexique, et celle-ci prétend depuis juillet 2021 qu'il l'aurait tabassé à plusieurs reprises. Il a été violent psychologiquement également envers elle. Il semble y avoir un procès qui est en cours donc, du coup depuis l'été 2021. Si j'en crois les sites internet qui le dénoncent sur le sujet. Je ne suis pas allé creuser, et puis je ne suis pas non plus allé lui poser la question. Mais des fois, ça peut en dire un petit peu sur l'état psychologique de la personne. Sauf que là, ça lui a plutôt... Enfin, on va dire que ça ne l'a pas empêché de performer dans la cage. Donc voilà pour monsieur Marco Beltran. Concernant Damien, alors je vais vous avouer, j'ai pas grand chose de nouveau à me mettre sous la dent concernant Damien. On n'a pas énormément échangé ces derniers temps. Je dirais même qu'on a juste envoyé 2-3 petits messages par-ci par-là d'encouragement, tout ça. Si ce n'est la question du poids, parce que c'est quand même un beau bébé et il va quand même chercher un challenge qui est énorme en featherweight. Ça peut signifier qu'il envisage dans la foulée le doublé lightweight par la suite, en cas de succès bien sûr, soit tout simplement de rester en featherweight s'il s'y sent à l'aise peut-être. Moi quelque chose me dit qu'il a la volonté de remonter juste après. J'espère que si l'intéressé m'écoute, il n'hésitera pas à me confirmer, à me raconter un petit peu ses intentions. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, à l'issue de ce combat, il aura fait ses 4 combats à Ares, et on sait que en général les contrats à Ares c'est 4 combats. Donc on se dirigera vers quelque chose de nouveau pour lui. Il y aura, en cas de ceinture, soit une reconduction avec énormément de pain sur la planche, donc s'il gagne, bien sûr, parce que du coup, ça voudrait dire soit défendre les bantam, les feathers, soit monter en lightweight. Peut-être pas les deux en même temps, mais voilà, du boulot, des projets, du long terme, du moyen terme, c'est super intéressant. Soit carrément, l'UFC, qui était déjà à l'affût sur sa situation, pourrait très bien le pré-signer pour cet automne
Et là, ça serait une excellente nouvelle pour lui. Ça serait une moins bonne nouvelle pour Ares. Ça serait une bonne nouvelle pour Ares de dire on envoie quelqu'un à l'UFC encore une fois, c'est une belle vitrine. Mais encore une fois aussi, à chaque fois qu'il y a un champion, il dégage. Et bon, bah, ça c'est un peu chiant. Pour la stabilité, on va dire, en tant que spectateur, c'est un peu gênant, on va dire, de faire des ceintures intérimaires, nanana et tout. C'est un peu déstabilisant. On aime bien des choses qui sont un petit peu routinières. C'est un peu plus facile de se retrouver. Mais clairement, si Damien Lapillus signe à l'UFC, premièrement, je pense que ça serait mérité. C'était déjà mérité avant. Là, ça serait vraiment la récompense incroyable pour lui. Et en plus, enfin, clairement, on peut en termes d'opposition, en termes de match-up, il y a de quoi s'éclater avec lui, quoi. C'est excellent, tellement il est polyvalent que c'est incroyable. Alors, surtout s'il prouve qu'il peut descendre d'une catégorie. Donc voilà, c'est des super nouvelles. Enfin, si tout va bien, ça serait des super nouvelles. Voilà pour ce combat. Maintenant, je passe au co-main event, qui est d'une très grande qualité. On nous attend, ça nous attend une grande violence. Enfin, une grande violence nous attend, pardon. Entre Ibrahim Mané et Leonardo Damiani. Alors, après un petit passage au Bellator et une belle pige de 4 combats au Brave, Ibrahim Mané va clôturer son 4e combat à Ares, lui aussi. C'est là aussi, il y aura peut-être une... Je pense, en cas de victoire, il y aura un renouvellement de contrat parce que le mec, clairement, a la possibilité de faire une ceinture. S'il gagne, c'est go ceinture. Donc Mané, il a montré qu'il était bon sur sa défense de lutte. Lorsqu'il s'était fait agresser de takedown par le Russe, c'était 2 combats au plus tôt, je ne me rappelle plus son nom, il avait su trouver des solutions très 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 efficaces, notamment de tenter de se relever le plus vite possible et de remiser directement en striking. Ce qui me fait dire que si Damiani n'ajuste pas lui-même son striking et son game plan, qui commence à devenir un petit peu lisible, ça va être compliqué pour l'Italien. Ça va être très compliqué pour l'Italien. Moi, j'ai tendance à penser que il fait état d'une grande vaillance, ce qui permet à ses combats d'être souvent très excitants, d'être très attractifs. Mais on a vu aussi des limites. Lorsqu'il a affronté Staropoli, le combat était serré, mais la victoire est allée dans le bon corner. On va pas... Voilà. Il avait des bonnes prétentions pour aller chercher une split, aller chercher quelque chose d'intéressant, mais clairement, on va pas se mentir, à part s'il y a un juge qui était aveugle, Staropoli n'a pas a carrément, même non pas volé, mais il a carrément mérité de gagner, il n'y a pas de problème. Donc moi, je trouve que c'est un super match-up. Ça va être une guerre phénoménale, ça va être vraiment incroyable. Ça va être compliqué et sûrement un petit peu long pour faire tomber l'Italien. Mais je vois pas Mané... Enfin, je le vois en mesure clairement de finir par surclasser Damiani. Je vois Mané un peu meilleur dans tous les domaines. Il a une défense de takedown, une défense de lutte qui est excellente. Voilà, donc sauf en cas de pépin, en cas de lucky punch ou d'une grosse désillusion sur sa lutte, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je pense qu'il est prêt pour ça. Donc je vois bien quand même Ibrahim Mané faire le taf. Alors, je sais pas si vous avez vu, je suis peut-être un petit peu à contre-jour. Mais clairement, est-ce que vous pouvez m'en vouloir de vouloir profiter de ce soleil au lieu de rester à l'intérieur? Est-ce que j'ai pas raison? Voilà, donc ce contre-jour, sinon quelle vie? Clairement, parce que là, je suis trop bien. On passe à un combat qui m'intéresse. Alors, le combat, je le prends un peu dans le désordre. Je sais même pas dans quel ordre il va être, mais... Badr Medkouri contre Xavier Lesou. C'est un petit dilemme pour être tout à fait objectif. Alors, vous savez à quel point j'affectionne Badr, vous savez à quel point je me suis attaché un petit peu voilà, à sa personnalité, au personnage. Voilà, j'aime bien, c'est comme ça. Des fois, on a des petits coups de cœur, c'est comme ça s'explique pas. Xavier Lesou, je le kiffe aussi, je discute pas avec lui, mais je trouve qu'il a quelque chose de très, très sympa. Il a un petit côté un peu détaché, nanan et tout en montrant que il a des ambitions, il est prêt à revenir. La guerre qu'il avait fait contre... Merde, comment il s'appelait? Celui qui joue dans la série, là, avec NTM. Ah, putain, je me rappelle plus, j'ai un trou. Parce qu'il y a la cicatrice sur l'œil. Ah, je me rappelle plus. Bon, bref. Avait fait combat de l'année. Donc, putain, je suis en train de chercher son nom. Je devrais me concentrer. Donc voilà, on va commencer par Xavier Lesou. Il est très bon debout. Il a un menton d'acier. Il place des gros parpaings. Son point faible, c'est d'être un poids lourd relativement léger. Je crois qu'il est sous la barre des 100 kg. Et je trouve qu'il laisse aller le combat un petit peu là où son adversaire donne le ton. Voilà, il joue un peu trop le jeu, je trouve qu'il manque un peu d'agressivité. Pas d'agressivité dans le striking ou quoi, mais d'agressivité dans la présence physique. Badr Medkouri, que j'apprécie donc beaucoup, a lors de son dernier combat réexposé un petit défaut qu'il avait montré contre Sissoko.
c'est un petit peu la défense de striking. Il y a un petit côté, il y a un petit truc qui s'est effrité. C'est Benjamin Seic, il a un petit peu gratté encore plus en apparent, en passant 2 énormes crochets voilà, sur le reculoir, des petites ouvertures qui coûtent cher, qui ont coûté un début de combat compliqué, et du coup derrière pour revenir c'était compliqué. Alors l'arbitre, il a clairement un petit peu surévalué le cri de Badr en pensant que c'était un... Comment on appelle ça, un cri d'abandon, mais un verbal tap-out, mais clairement ça l'était pas, c'est évident. Voilà, bref. Il est capable de sortir de situations très mal engagées. Il a un super pouvoir d'adaptabilité, ça s'est vu plusieurs fois. Ce qui lui permet, en fait, ce que j'aime bien justement chez lui, c'est ce fait de rester calme en travaillant sur ses solutions. Et c'est un truc que j'aime bien chez lui. Je l'ai vu contre Damien Losco-Rémy, bien que Damien Losco-Rémy s'est blessé dans le combat apparemment relativement très très tôt. Ça n'enlève pas la performance de Badr, qui s'est adapté du coup, qui avait une entame de combat un peu difficile. Pareil contre Sissoko. Contre Benjamin Seic, mine de rien, on a quand même vu que même avec le bras coincé et tout, il abandonnait pas, il était dans une posture où je pense plus d'un poids lourd se serait pété le bras, et lui il a montré une belle volonté d'aller de l'avant. Donc voilà, c'est quelqu'un qui calmement cherche et trouve des solutions. Et moi j'aime bien ça, j'aime bien ce genre de profil. Donc voilà, il y a juste ce petit truc en striking où on a vu, voilà, 2-3 fois des petites ouvertures, ça touche. Derrière, ça demande de s'adapter un peu vite, dans l'urgence. Et c'est dommage parce que du coup, ça gâche un peu son entame de combat. Il a rarement une entame de combat où il est dans le confort. Donc voilà, c'est un petit truc de... Lui aussi, il a ce petit truc, j'ai remarqué aussi, de laisser le combat aller là où l'adversaire le souhaite. Alors, pas à 100%, mais c'est presque 2 mecs qui, avec leurs qualités propres et leurs petits défauts, comme ça, ont des petites ressemblances sur la façon de gérer la vibe, gérer le flow du combat. C'est-à-dire que Badr, j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui, si l'adversaire veut aller au sol, il va dire pas de problème, on va au sol. Si l'adversaire veut rester debout, il va dire pas de problème, on reste debout. Mais, pareil pour Xavier Le Sou, et donc il y a un petit mais, c'est que tous les deux, je les vois pas aller chercher eux-mêmes un plan de... On va isoler une partie du combattant adverse et on va travailler sur cette partie-là pour obtenir, je sais pas moi, une Kimura, un finish sur j'en sais rien, j'ai pas d'idée en tête, mais voilà, vous voyez, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc pour moi, ce combat, il est très intriguant, et c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que c'est l'occasion de voir qui va leader le combat, qui va être le leader du combat. Donc, Badr, je pense, il est un petit peu plus lourd. Je pense qu'il est peut-être un peu meilleur au sol. Je le vois un peu plus polyvalent que Xavier Le Sou. Par contre, j'ai l'impression que Le Sou est peut-être un petit peu plus durable en cas de guerre. Donc c'est un combat qui est dilemme pour moi. J'ai pas vraiment de favori sportivement parlant. Je dois être très honnête. Voilà. J'ai l'impression que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Et c'est pourquoi j'ai mis ce combat dans le podcast. Parce que je pense que l'endroit où il va être positionné dans la carte, c'est-à-dire j'imagine que ça va être une prélim sûrement tôt dans le combat, puisque Le Sou, il sort d'une défaite à Arès et Badr sort d'une défaite à Arès, donc tous les deux vont certainement être en début de prélim. Mais clairement, c'est un combat qu'il ne faut pas rater. Ça va être un très très beau combat. Le Sou vient de battre Ragnar Le Breton au HFC, là, en Suisse. Donc voilà, il y a une petite dynamique qui se profile. Moi, je pense que ce combat-là, il faut le voir, il ne faut pas le rater. Ensuite, on passe à Aboubakar Younusov contre Luke Nihal. Ou Nihal, je sais pas. Nihal, on va dire. Voilà, on ne présente plus les Smash Brothers. Les Smash Brothers. Les frères Younusov, véritable terreur, phénomène, Arès Fighting. C'est clairement la bonne pioche. L'un comme l'autre, ça semble très prometteur. C'est promis un avenir radieux, à mon avis, sur le long terme. Ça va être un truc de fou. Souvent, quand on a un prospect, je vais prendre l'exemple de Youssouf Binaté, que je surkiffe, on voit clairement ses qualités en n'ayant aucune idée de son défaut, parce qu'on n'a pas encore vu quelqu'un l'amener en eau profonde. Donc, on a des interrogations, par exemple, quand je parle de Youssouf Binaté, par exemple, sur le sol, sur la défense de takedown, bien qu'on l'a vu faire un takedown de malade la dernière fois, sur le JJB, parce qu'on l'a pas vu. Là, les frères Younusov, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils sont aussi en construction de carrière, mais ils ont montré des aptitudes qualitatives
dans tous les domaines. C'est assez incroyable. La puissance qu'ils ont pour aller chercher des finishes, le fight IQ, le sol, le striking. Voilà, c'est des artistes martiaux, modernes en fait. C'est là qu'on voit que maintenant, plus on avance et moins les mecs viennent de... Ah ben c'est plus... Ah ben moi je viens de la boxe anglaise. Ah moi je viens du judo, je viens du muay thai, je viens du karaté. Non, là les mecs viennent... Eux ils viennent... Enfin, je présume en tout cas, ils viennent du MMA. On sent là... On sent déjà très tôt cet aspect martial du MMA qui est compris dans sa globalité. Et peu importe le niveau d'adversité, c'est juste magnifique à regarder, quoi. Ils sont beaux à voir combattre, clairement. Ils sont dans une chorégraphie. Je parle surtout pour Tourpal qu'on a vu un petit peu plus, mais ils sont quand même dans une espèce ils sont dans un flow, ils sont dans un truc, ils ont compris le MMA et je trouve ça magnifique. Ça présage quelque chose de magnifique pour l'avenir, quoi. Donc, j'en étais où? Donc, Aboubacar, c'est donc le petit frère, vous l'avez compris. Il va affronter Luke Nihal, que je ne connais pas. Il est à 0-0 en pro. Il est visiblement à 2-2 en amateur. Donc, le fait qu'il s'entraîne au 10 Planet prouve au moins une chose, c'est qu'il a des bases solides en JJB. Ça paraît plus ou moins évident. Il est un pur bantamweight. Moi, j'ai un petit problème avec Aboubacar Younusov. C'est qu'il ne peut pas affronter de personnes bankable. Vu qu'il est à 2-0, même s'il gagne 3-0, admettons, et même quand il sera à 5-0, va falloir attendre je sais pas combien de temps avant de le voir à l'œuvre contre un vrai test, contre un gars d'expérience qui va lui proposer quelque chose, non pas seulement sur le MMA, mais en tout, en termes de charisme, de prestance, en présence physique également, quoi. Pas seulement dans le MMA, vous voyez ce que je veux dire? Donc va falloir attendre je sais pas combien de temps avant de le voir à l'œuvre contre quelqu'un de surclassé, pour le voir surclassé. Et surtout, donc, du coup, pour une certaine potentielle ceinture à Arès ou en France ou peu importe où, ça va être un peu compliqué parce que, imaginons là, il fait une performance de fou. Imaginons, il grimpe dans les rankings en 2 ou 3. Voilà, imaginons d'ici fin d'été, il a 2 combats de plus, 2 masterclass, et comme son frère, il se retrouve en haut de l'affiche. Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu le mets sur la ceinture? Je sais que d'ici là, Peña, il sera certainement parti. Mais si c'est pas le cas, tu peux même pas lui mettre des Marte Peña dans les pattes, tu vois. Et tu peux même pas lui mettre Mustafa Aida, tu peux pas lui mettre... tu peux pas Elias Boudexam, pardon. Tu peux pas trop le matcher, quoi, avec des mecs surclassés. Donc c'est quelque chose qui pose un petit peu problème. Voilà. L'extrait des 10 combats, c'est intelligent d'un certain point de vue et c'est frustrant d'un autre point de vue. Donc c'est quelque chose... voilà, c'est compliqué. En plus, on voit que le fait des fois d'aller... on voit les managers qui cherchent à faire des dérogations. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc pour Aboubacar, ça veut dire qu'il a... tant qu'il est amené à prendre des mecs à son niveau sur le papier, il est pratiquement obligé de gagner pour garder un rythme. Ok, alors on l'attend en termes martial, en termes sportifs, parce qu'on a des exigences envers lui, envers son frère. C'est vrai, on a des exigences qu'on n'a pas forcément chez quelqu'un d'autre. Parce qu'ils sont spéciaux, c'est comme ça. Quand tu as quelqu'un de spécial, quand tu as quelqu'un d'aussi attractif, tu le vois dans le regard, tu le vois dans l'attitude, tu sens qu'il y a un truc avec l'un comme l'autre, il y a une pression différente, il y a quelque chose qui s'installe de différent, tu as des attentes, tu veux les voir gagner parce que des fois, il y a des mecs, tu les vois combattre et tu te dis « Ah, je vais le voir combattre parce que j'aimerais bien voir le jour où il va se faire démonter. » Plein de mecs comme ça. Regardez Cédric Doumbé, il y a plein de gens qui le regardent combattre uniquement parce qu'ils se disent moi, je veux le voir le jour où il se fait démonter pour voir sa gueule après le combat. » Il y a plein de gens qui pensent comme ça. Mais eux, c'est pas ça. Eux, c'est juste quelle masterclass ils vont nous servir. Donc voilà. Mais c'est aussi une forme de pression. Donc voilà, cette ouverture de carte, parce que c'est une ouverture de carte, et à la limite, je suis un peu surpris. Je trouve que ça va être explosif. J'ai très hâte de voir ce combat. Un petit mot sur un autre combat, c'est celui de Robert Valentin contre Pietro Penini. Ils vont s'affronter pour la deuxième fois après le semi-fiasco du premier combat. Un no contest suite à un coup illégal de Penini sur Valentin. On ne savait pas trop si ça bluffait. Penini était dominé, mais il revenait bien dans ce round-là. Il y a eu une grosse frustration de sa part, alors que bon, il n'avait pas trop de quoi la ramener. Le coup était mal placé. En même temps, Valentin, on ne savait pas trop dans quel état il était. Il y avait une porte de sortie. C'était difficile à dire car c'était serré. Le coup était quand même puissant. Voilà, les deux ont beaucoup donné, beaucoup de sang, beaucoup de sueur dans la cage, donc voilà, c'était l'occasion de remettre ça.
Ils ont attendu quelques mois. On remet ça en espérant qu'ils soient motivés sportivement et que ça ne devienne pas trop une histoire personnelle. On n'aime pas trop ça. Pareil, hein, je pense que ça va être très 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 chaud. Ça va être un combat très engagé. Il est haut sur la carte, je vais vérifier. Je l'ai sous les yeux normalement. Le combat, il est sur la main carte. C'est main event, co-main event. Troisième, il y a l'entier contre Kivijé. C'est le 4e combat, on va dire. Voilà. Donc c'est très intéressant. Très intéressant. Et enfin, on a ce petit combat bonus. Ragnar le Breton, alias Mathias Kivijé. Ouais, c'est ça. Humoriste, Instagrammeur, comédien, devenu sportif professionnel. Oui, oui, oui. Combattant de MMA contre monsieur Daniel Lantier, ancien kickboxer respecté. Donc au début, je pensais pas avoir grand-chose à dire. Et puis finalement, je me rends compte qu'il y a 2-3 petits trucs sur lesquels on peut discuter. Ragnar qui sort donc d'une défaite au HFC en Suisse le 28 janvier dernier contre Xavier Lesoux. Petite guillotine au calme contre son partenaire d'entraînement. On n'a pas d'image, donc on a du mal à savoir comment il s'est fait prendre. Est-ce qu'il est allé se faire mettre au sol? Est-ce qu'il a mal placé sa tête sur une amenée et qu'il s'est fait contrer en guillotine? On ne sait pas, il n'y a pas d'infos sur ce combat. Moi j'imagine bien qu'il ait tenté un takedown et qu'il s'est fait prendre la tête. J'imagine bien ça. Parce que c'est le genre de choses que je suis capable de faire en tant que débutant. Donc j'imagine bien l'action. On n'a pas d'image, donc c'est compliqué voilà, de savoir comment il s'est fait prendre. Concernant Daniel Lantier, c'est quelqu'un qui pèse 105 kilos. Il a 41 ans. Il combat en gaucher. Donc il a remporté une victoire importante en K1 en juillet 2022. Pourquoi cette victoire est très importante? Parce qu'elle a stoppé une hémorragie de 7 défaites d'affilée entre 2016 et 2018. De ce que j'ai vu en regardant quelques combats, il y a quelques TKO où c'est lui qui abandonne, c'est-à-dire qu'il est là, l'arbitre ne stoppe pas le combat. Parfois, il y a même des phases de temps mort. Durant les comptes, il est compté debout. Il est présent, mais il ne compte pas reprendre. Et j'ai vu ça de nombreuses fois. J'ai vu ça 3-4 fois. C'est un athlète intéressant qui combine bien en pied-point. Il a la vitesse d'un mec de plus de 40 ans, donc on va pas lui taper dessus gratuitement pour ça. Hein. J'ai 40 ans. Sa garde, c'est quand même ouvert. Il y a quand même quelques boulevards sur des combinaisons. Il prend régulièrement des combinaisons de 5-6 coups qui finissent par amener un finish ou un décompte. Des combinaisons de 5-6 coups, c'est pas mal. Alors en K1, par rapport au MMA, je pense que c'est... En MMA, c'est des combinaisons un peu plus courtes, mais j'ai du mal à évoluer par rapport au K1. Moi, ça me paraît beaucoup. Donc, il y a quand même des pistes à explorer pour Ragnar, notamment en vitesse, debout, pourquoi pas. C'est pas parce que Lantier a énormément d'expérience, du coup, contre un mec qui est un petit peu plus vif et puissant, des bonnes entrées de jab, un peu comme Cyril, il fait là, un peu ses jabs pistons. S'il a pris la bonne école, Ragnar, pourquoi pas, ça peut fonctionner. Moi, ce que j'ai vu de ses adversaires à Daniel Lantier, c'est que ça fonctionnait. Voire sur du sol. Alors, s'il part sur du sol contre Daniel Lantier, qui du coup semble, hein, je spécule, mais il semble ne pas avoir d'expérience au sol, ça pourrait être voilà, une bonne issue de combat. Donc je vois un combat serré, je vois un combat compliqué dans lequel l'expérience debout fera quand même sûrement, je dis bien sûrement, rapidement la différence. Donc je vois quand même Daniel Lantier l'emporter par décision. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que Ragnar donne un petit peu de répondant en fait. Je pense que qu'il gagne ou qu'il perde, on n'a pas d'attente sportivement sur lui. Ce qu'on aimerait, c'est voir du cœur, du répondant, et pourquoi pas un petit peu de technique. Ça serait intéressant de pouvoir se dire, ah bah ok, il a bossé tout ce temps, entre guillemets, hein, parce que je me permettrai pas de dire pour rien, mais je pense que le grand public se dirait, ah tout ça pour ça, qui retourne faire de la comédie, non, j'ai pas cet état d'esprit. Mais je serais content de le voir montrer des belles choses. J'aimerais bien que ça soit un combat qui dure quand même, pour qu'on puisse avoir matière à évaluer un petit peu le niveau. Ça serait super intéressant. Et surtout, ça lui rendrait honneur, en fait, à travers tout le combat, tout l'entraînement qu'il a fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient à quel point c'est dur de se mettre en condition quand on a déjà un train de vie où en plus on gagne sa vie correctement, on fait des one-man shows, on connaît déjà la scène, on est dans un confort, enfin entre guillemets, je veux dire une routine plutôt, qui fonctionne. Là, le mec se rajoute en plus des entraînements tous les soirs, un combat, il en prend plein la gueule, il n'est pas obligé de faire ça, et je trouve que c'est
très inspirant. Très inspirant parce que moi, j'ai un train de vie qui est certainement n'est pas du tout le même que le sien, j'imagine. Je pense que je travaille moins et je me dis, je pourrais pas en fait avoir ce rythme de vie, quoi. Je pourrais pas. Alors, je sais pas s'il a des gosses ou quoi. Mais voilà, c'est très inspirant, beaucoup de respect. Donc, peu importe l'issue du combat, franchement, c'est quelqu'un qui peut être fier de lui d'avoir tenté l'expérience. Voilà. Un simple mot, vite fait. J'ai vu donc, comme je le disais en introduction, j'ai vu que Michael Groguet faisait son combat aussi à Ares 13. Donc voilà. C'est Freddy Kemayo le nom que je cherchais. Donc il a battu à plat de couture, malheureusement. Je dis malheureusement parce que j'aime bien Freddy Kemayo. Il a battu Freddy Kemayo la dernière fois. Je crois que c'était. Mais je me demande. Non, c'était pas Ares 12, c'était Ares 11, je crois. Il revient déjà à Ares 13. Donc il est bien motivé. Un bon poids lourd, bien costaud là. Ça va faire très très mal. Alors son adversaire, j'ai à peine entrevu son nom, je le connais pas. Je suis pas allé fouiller. Mais je suis juste content de revoir Michael revenir dans la cage très rapidement. C'est cool. Ça présage pareil un énorme combat. Voilà, un combat que j'ai pas étudié, j'ai pas regardé, mais c'est juste voilà, pour vous dire qu'il y a ce combat là qui s'est greffé. Il n'apparaît pas sur Tapologie. Mais voilà, c'est un combat qui s'est greffé sur la carte. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à attendre que Ares nous mette la main carte sur Instagram, qu'on voie un peu qui combat quand. Qui combat qui, on sait déjà, mais qui combat quand. On va avoir l'ordre un petit peu de la carte. Je sais que donc le main event c'est Damien Lapillus, le co-main event c'est Ibrahim Mané, et en dessous il y a Ragnar le Breton. En troisième combat. Voilà. En quatrième combat, c'est, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, c'est... Non, je sais pas. Je me suis perdu. Robert Valentin contre Pietro Penini. Voilà. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à faire tourner. Ça, je le dis pas d'habitude, mais faire tourner le podcast, ça ferait du bien un petit peu. Un petit reflux d'abonnés, parce que ça, en ce moment, ça stagne un petit peu. On est sur les 650, 660 abonnés sur YouTube. J'aimerais bien que ça pousse un peu. Donc, faites tourner le podcast. Si à chaque fois qu'il y a une vue, vous faites un petit partage à un pote, voilà, ça peut-être qu'il va accrocher, peut-être qu'il va s'intéresser, peut-être qu'il viendra le prochain live et tout, que lui-même va partager. Ça fera grandir la communauté, ça serait cool. Donc voilà, si vous avez envie, si vous avez le cœur à ça, partagez autour de vous. Un petit like, un petit commentaire, c'est cool. Ça, c'est cool, il y a des commentaires. Ça fait plaisir. Au début, il n'y en avait pas. Maintenant, il commence à y avoir des commentaires et tout, des interactions. Même dans le live, la dernière fois, c'était cool. Il y avait le chat, il défilait. C'était super sympa. Donc merci à tous pour ça. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur Instagram. Tous les liens MMA Club Podcast sont dans la description. Et moi, je vous quitte. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.